Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parcourir ensemble le subreddit qui est consacré à Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai déjà fait une vidéo qui résumait un petit peu cette affaire. Là, je vous propose de voir un petit peu les updates non officiels, entre guillemets, de gens qui peut-être ont des pistes de réflexion, des gens qui peut-être, ça peut arriver, pensent l'avoir vu quelque part. Je sais qu'une théorie très populaire, on va dire en ce moment, c'est que il serait quelque part au Texas dans un ranch. Euh, mais voilà, on va en tout cas parcourir ça. Il n'y a pas tant de publications, enfin de membres. Je m'attendais vraiment à plus. Et là, la dernière publication, elle date d'il y a 10 jours, sachant que c'est un sujet qui certes n'est plus tout neuf, plus d'actualité, mais qui interroge énormément. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Une erreur, ok. Ok, donc là, il y a des... Ok, ok. Bon, peut-être qu'on va pas lire tout ça en vrai. Parce que le but, c'est pas de lire... Après, ça va, il n'y a pas tant. Ah, je sais pas. Là, on est sur le site de Ouest France. Hmm. Ok, c'est vraiment plusieurs épisodes. C'est très intéressant, mais je me dis que c'est un peu trop. Le but, là, c'est pas de lire plein d'articles à la suite, mais ça pourrait être aussi l'objet d'une vidéo. Si vous voulez que je vous les lise, comme ça, on les lit ensemble, entre guillemets. Ou si ça vous intéresse, vous avez donc le lien ici, vous avez le nom du subreddit, de la personne qui a fait le post, il y a combien de temps. Euh, donc voilà, mais si vous voulez que je les lise, effectivement, dites-le moi et je le ferai. On va passer à la suite. Pourquoi c'est en anglais? Ça n'a rien à voir, ok. C'est une pub. Je me disais, c'est quoi le rapport? Là, j'avais cliqué pour voir, mais c'est donc un YouTuber qui a fait une vidéo dans laquelle il mentionne la maison de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc c'est pas une vidéo sur lui. Ok, c'est un peu bizarre, non, cette image. C'est Arthur? Pourtant, j'ai fait des recherches, hein, j'ai monté une vidéo sur lui, mais je reconnais pas son visage. Après, quand quelqu'un fait une grimace, difficile à reconnaître, mais donc Arthur aurait eu 36 ans, je suppose. Alors, podcast. Bonjour, nous sommes à la recherche de cyber-enquêteurs sur l'affaire XDDL pour un podcast filmé YouTube. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ok, c'est pas ce qu'on cherchait, mais vous voyez que c'est une histoire qui intéresse beaucoup de gens qui font du contenu. Voilà, moi-même, je suis en train de faire un contenu là-dessus, mais voilà. Alors, nous savons que Benoît a reçu plus de balles que le reste de sa famille, signe qu'il a tenté de se défendre. J'ai vu dans plusieurs articles que Benoît avait reçu 3 balles dans la tête et 2 balles dans le thorax, alors qu'Agnès, Arthur, Thomas et Anne ont reçu 2 balles dans la tête. Ouais, j'avais pas ce détail-là, moi. Ça nous montre clairement que Benoît n'était pas totalement endormi, qu'il a tenté de se défendre. Peut-être. En tout cas, en commentaire. Donc c'est Benoît, hein, Benoît. Benoît avait 13 ans. Oh. Le corps d'un enfant ne métabolise pas les médicaments de la même façon qu'un adulte ou grand adolescent. À 13 ans, le métabolisme, la masse corporelle et le développement des organes, foie et reins peuvent influencer la façon dont le corps absorbe et élimine le médicament ce qui peut rendre la dose inefficace. J'ai flashé, j'ai cru que j'avais lancé un stream et pas un enregistrement, mais non, tout va bien. Je reprends, c'est une des théories, la dose, similaire à ses frères et sœurs, n'aurait pas suffi à l'endormir. Alors il aurait pu se réveiller trop tôt, car son corps aurait rapidement éliminé le somnifère alors que son père était en train de tuer les autres. Oh, c'est horrible. J'espère pour lui que c'était pas ça, parce que la fin elle est déjà horrible en soi. Mais d'imaginer des détails comme ça, c'est chaud. Il y a des gens qui disent donc que c'est l'explication la plus probable. Ah, j'espère pas. Alors, il y a beaucoup de pubs ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est en anglais, on va traduire. Est-ce qu'on peut traduire, s'il vous plaît? Oui. Donc la révélation Epsilon, comment le prétendu rapport concernant la cité catholique va entraîner dans une spirale infernale vers un événement majeur survenu le 4 avril 2011, susceptible d'expliquer la disparition réussie de XZL. Donc là, on va tomber sur une théorie. Évidemment, ça reste des théories, ça reste des particuliers qui échangent sur ce forum qui est Reddit. Mais voilà, on va quand même lire, ça a l'air très creusé. Ok. Alors, information. Je connais cette affaire depuis des années, mais je ne l'ai pas étudiée en profondeur. Ah, je ne l'ai étudiée en profondeur que ces dernières 48 heures. Il reste encore des aspects à éclaircir, notamment des lettres, les courriels, la chronologie des événements et certains détails de l'enquête. Ceci étant dit,
Ce qui suit est totalement tiré par les cheveux. Je ne le présente pas comme une théorie aboutie, je n'ai aucune preuve, et je suis pleinement conscient qu'il peut exister des détails vérifiables qui contredisent ce que je suggère, mais en même temps, à mon avis, le hasard n'existe pas. Donc un bon grand disclaimer, et c'est quelqu'un qui est tombé dans le rabbit hole, comme on dit, donc en 48 heures qui a planché à fond là-dessus. Mais voyons voir ce que cette personne a trouvé. Évidemment, je n'ai pas besoin de rappeler à qui que ce soit les faits concernant cette affaire, mais si certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et se sont retrouvés sur ce message, vous trouverez un lien vers un aperçu en bas de page. Donc ici, c'est pas le cas. Comme je disais, j'ai déjà moi-même fait une vidéo qui expliquait l'affaire, vous la trouverez facilement sur ma chaîne si vous tapez dans la barre de recherche le nom de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc le but, c'est vraiment pas de retracer, c'est vraiment de poursuivre un peu les updates et les pistes possibles. Donc, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de mises à jour et d'histoires dans cette affaire au cours des 18 derniers mois environ. Plus récemment, il y a eu des signalements d'observations présumées aux États-Unis, comme je vous le disais, notamment le Texas, y compris des allégations qui ont conduit un shérif au Texas, voilà, du Texas, à demander publiquement des informations. Donc ça fait quand même écho là-bas aussi, et ça a fait bouger les choses. Ça, je savais pas que c'était à ce point. Ou peut-être que je savais mais que j'ai oublié, mais je pense pas. Ce qui m'a incité à y regarder de plus près. Il y a également eu des signalements concernant le profil présumé sur le forum catholique, Cité catholique, avec le nom d'utilisateur Epsilon, qui aurait été actif jusqu'en 2017, des années après sa dernière observation vérifiée. Parce qu'on sait évidemment que XDDL, il avait des comptes sur des forums catholiques, etc., qu'il avait laissé des messages, etc., etc. Donc ça rejoint un peu tout ça. Je me souvenais plus des pseudos, mais peut-être que c'était vérifié, ça je sais plus. Alors, le contenu des publications, messages, m'est jusqu'à présent indifférent, mis à part la date de la dernière activité. C'est le nom d'utilisateur lui-même qui m'a amené à me pencher rétrospectivement sur d'autres événements survenus dans le monde cette semaine-là ou les semaines précédentes. Ce qui a retenu mon attention, c'est le moment choisi pour le scandale massif de piratage d'Epsilon en avril 2011. Attendez, c'était pas un pseudo, mais si. Ok. Mais je connaissais pas. Bref. Les meurtres auraient eu lieu début avril 2011. À peu près au même moment, Epsilon, l'une des plus grandes entreprises mondiales de marketing et de données clients, c'est donc ça, a révélé une importante fuite de données affectant les millions d'utilisateurs de grandes entreprises. Les informations volées comprenaient notamment les noms, adresses électroniques, adresses postales, numéros de téléphone portable, ainsi que des informations bancaires et d'autres données. Cette fuite est devenue l'un des plus importants scandales de sécurité des données de l'année. Avant que quiconque ne me tombe dessus, je tiens à préciser que je ne dis pas que Xavier a piraté Epsilon, qu'il était impliqué dans la fuite, ni qu'il existe des preuves le reliant directement à cette affaire. Je ne prétends pas non plus que le nom du compte ait été choisi intentionnellement pour semer des indices. Absolument pas. Je pense sincèrement que c'est un pur hasard, un concours de circonstances malheureux qui, avec le recul, permet de comprendre les choses. Ce qui m'intrigue, c'est le timing. C'est que le timing n'aurait pas pu n'aurait pas pu indirectement profiter à quelqu'un qui prévoyait de disparaître définitivement et compte tenu de ses liens et de son histoire avec les États-Unis, comme c'est pratique que des milliers d'identités soient disponibles quand on en a besoin de sauter dans un avion et de filer au plus vite requis. Ok, donc ce serait dans ce sens-là qu'il irait les deux affaires. Alors, plusieurs éléments me font pencher pour l'hypothèse qu'il aurait pu se procurer de faux papiers d'identité pour quitter le pays. Moi, je pense que c'est sûr, ça. Je pense que s'il avait utilisé sa vraie identité, ça aurait dû être retraçable, je suppose. Donc voilà. Je ne crois pas à l'histoire du témoin fédéral, mais je penche plutôt pour une tentative d'autodénonciation. Je pense que lui et sa famille ont un long passé de trafic d'êtres humains. Ah bon? C'est surtout ça. Un sujet que j'aborderai peut-être dans un autre message. Bah please do, parce que là c'est assez random, j'ai l'impression. J'imagine que c'est dans ce contexte qu'il a pu avoir besoin de fuir, un monde où l'on tue tout ce que l'on aime et la possibilité qu'il ait été piégé ou forcé. Nous savons qu'il semble avoir planifié ses crimes et sa disparition bien à l'avance. Pour que cela s'inscrive dans ce cadre, il aurait donc dû être au courant à l'avance, mais dans quelle mesure? Ce qui est curieux, c'est que l'hôtel a été réservé 8 jours plus tôt au nom de Xavier, dans une chambre différente, peut-être avant que le piratage ne fasse la une des journaux. Ce type d'information était attendu, mais Delay a-t-il provoqué ce retard de 8 jours? Je ne sais pas ce que c'est. Il est parvenu à garder une longueur d'avance sur les autorités durant les premières phases cruciales de l'enquête. Il entretenait des relations de longue date dans divers milieux et semble avoir fait preuve de beaucoup de ressources pour se constituer un réseau et trouver de l'aide. Il avait des liens avec les États-Unis depuis les années 1990 et y avait déménagé sa famille pendant un certain temps pour tenter de créer une entreprise. Oui, ça aussi on le savait. Je le disais dans ma vidéo. C'est pour ça qu'en fait, on imagine aussi beaucoup qu'il a fui vers les États-Unis parce que c'est un endroit qu'il a connu
puisqu'il y a vécu. Donc c'est aussi un endroit tout à fait différent. Enfin, j'avais regardé une vidéo de l'enquêteur Gilles Galoux qui était sur l'affaire donc depuis des années, qui a sorti un livre d'ailleurs là-dessus que j'ai pas encore lu, mais j'aimerais tellement le lire et peut-être pourquoi pas en faire une vidéo après. Euh, il disait qu'en fait, aux États-Unis, c'était particulier parce qu'au Texas, il y avait des endroits où il y avait des ranchs dans des villes, enfin dans des coins reculés, et qu'en fait, c'était très facile de se cacher là-bas parce que personne vous demandait d'informations sur vous, et il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à disparaître justement, qui allaient se, se déménager dans des zones comme ça, et que c'était connu qu'en fait, les gens qui voulaient là, qui venaient là, ne voulaient pas être retrouvés, donc on posait pas trop de questions, etc. Donc je me dis que c'est totalement possible en fait. Bref, on continue. J'en étais où moi? Il est intéressant de noter que cette entreprise était apparemment spécialisée dans les données clients, utilisateurs et les services marketing de type programme de fidélité, ce qui signifie qu'il aurait compris à quel point les données personnelles peuvent être précieuses. On le sait aussi que XDDL, il était très très débrouillard en informatique, etc. Il se débrouillait super bien, donc en vrai oui, pourquoi pas, il a peut-être vu la fuite de données, il s'est dit il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire, mais c'est comme il le dit lui-même, l'auteur de ce message, c'est assez tiré par les cheveux et en même temps, pourquoi pas? Il y a tellement de choses dingues qui se passent, pourquoi pas? Il y a tellement pas de pistes aussi, que franchement, faut peut-être rien écarter, je sais pas. Ce qui m'intéresse dans la faille Epsilon, c'est que si quelqu'un essayait de se construire une nouvelle vie, d'obtenir des informations convaincantes sur son passé, ou de se fondre dans la société sous une fausse identité, une période où de grandes quantités d'informations personnelles circulaient sur les marchés criminels serait sans doute avantageuse. J'avoue. Je ne parle pas ici de fabriquer un faux passeport parfait du jour au lendemain, mais si une personne prévoyait déjà de disparaître et disposait de plusieurs mois pour s'y préparer, l'accès aux données, identités, coordonnées et informations financières de personnes réelles pourrait potentiellement faciliter certaines étapes de ce processus. Peut-être. La théorie devient encore plus intéressante quand on sait que 15 ans plus tard, aucune preuve vérifiée de la mort de Xavier n'existe. Si l'observation au Texas était bien de lui, ce qui reste à prouver, et si son activité présumée sur les forums en 2017 était également authentique, ce qui reste à prouver, alors nous avons potentiellement affaire à quelqu'un qui a réussi à rester incognito pendant plus d'une décennie. Peut-être que le lien avec Epsilon n'est qu'une simple coïncidence. Peut-être qu'il s'agit d'un de ces étranges concours de circonstances. Mais compte tenu de la planification de sa disparition, de l'époque où elle a eu lieu, de son passé et de l'importance qu'il avait de se procurer une identité stable s'il était encore en vie, je trouve surprenant que s'il était en fuite, il ait forcément utilisé l'identité d'une personne réelle à un moment donné. Il dit je trouve surprenant? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait dire? Bref. Je suis curieux de connaître l'avis des autres. Est-ce une hypothèse totalement farfelue, ou existe-t-il au moins un argument plausible dans lequel le moment de la brèche epsilon aurait pu involontairement profiter à quelqu'un qui cherchait à disparaître à jamais? Et donc là, il y a deux différents liens. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse, ça nous a assez résumé les choses là. Et on connaît l'histoire. Ah ben voilà, on mentionne Gilles Galoux. J'en parlais justement. D'après Gilles Galoux, Epsilon ne serait pas lui. Quoi? Epsilon ne serait pas lui disait. Je crois qu'il y a un problème dans la phrase là. Qu'il avait possiblement jeté son PC dans les quartiers de Nantes, en France. C'est assez facile de se procurer des faux papiers, suffit d'un peu d'argent, de contacts dans les quartiers. Gilles Gallou ne peut pas connaître l'adresse IP d'un Xavier fugitif, je ne comprends pas comment il peut être si sûr de lui. Je suis d'accord dans une certaine mesure, mais obtenir ces faux papiers, comme vous le suggérez, implique aussi de laisser des traces. Une méthode bien plus simple, si vous vous familiarisez progressivement avec ce genre de choses, serait d'apprendre à le faire avec succès et sans impliquer de personnes extérieures dans votre réseau. Imaginons que le timing soit parfait. La semaine même où vous prenez la fuite, des millions d'informations américaines légitimes deviennent accessibles. À tel point que si cette personne portait plainte pour usurpation d'identité, parmi les milliers d'autres signalements liés à cette fuite, ce serait un excellent moyen de passer inaperçu, contrairement à une fuite sans scandale. En gros, c'est vrai que ça pourrait être un moyen de se noyer dans la masse, quoi. Alors, théorie intéressante. Il est bien établi que les crimes ont été soigneusement planifiés et plusieurs enquêteurs ont indiqué où Xavier se trouvait dans des quartiers connus pour leur trafic de faux papiers d'identité. Point culturel important car j'ignore d'où vient l'auteur du message. Je sais que les fausses cartes d'identité sont très courantes aux États-Unis, surtout celles de mauvaise qualité utilisées pour acheter de l'alcool avant l'âge de 21 ans. C'est vrai que c'est un cliché qu'on voit beaucoup dans les films, notamment, mais je n'ai aucune idée de la réalité sur place. Donc voilà, ce n'est absolument pas le cas en France. Ici, quelqu'un qui possède une fausse carte d'identité serait suspecté d'être impliqué dans des affaires louches. Mais compte tenu de la situation financière de Xavier et de son recours au prêt, il aurait pu avoir des relations. Ben oui, parce qu'on le sait dans ma vidéo où je parle de l'affaire, on parle aussi de Xavier et de sa personnalité et de son passé. Et on le sait que c'est un homme qui, tout au long de sa vie, a menti, a filouté. Donc pourquoi pas en vrai? Vraiment pourquoi pas?
Alors, je suis française, je viens de Marseille et je peux te dire que dans les grandes villes, tu peux absolument tout te procurer assez facilement. Ah bon? Encore plus à l'époque, on entendait souvent parler de fausse carte d'identité, mais je savais pas du tout. Et voilà, c'est un peu les seuls retours qu'il y a. C'était il y a un mois. Ce serait cool que la personne qui a vraiment planché sur l'histoire pendant 48 heures revienne faire un update. Ou peut-être qu'elle est passée à autre chose. Peut-être qu'elle s'est vraiment fixée sur l'histoire pendant 48 heures, elle a fait son message et maintenant elle est passée à autre chose, elle est savoir. En tout cas, on va cliquer là-dessus. Paiement carte bancaire Xavier Dupont, 6 avril. Bonjour. La plus grande coïncidence de cette affaire reste aujourd'hui beaucoup trop méconnue, bien qu'elle ait été évoquée dans l'article de Society, disponible sur ce forum, dans le livre de Gilles Gallou et dans d'autres ouvrages moins viraux. Ok, on va apprendre quelque chose, j'ai hâte. Xavier de Ligonnès, Dupont de Ligonnès, a séjourné à l'hôtel F1 de Roquebrune-sur-Argent la nuit du 14 avril. Mais une autre chambre, au nom de Xavier Dupont, a été réservée le 6 avril. Ah ben, c'est ce que l'auteur disait dans le précédent message, qu'il y avait une chambre qui avait été réservée plutôt à son nom. C'est fou, mais c'est vrai qu'avant, moi, je savais pas. Il me semble pas, en tout cas. Le paiement de cette chambre a été effectué à partir d'une carte appartenant à un homme au nom à consonance maghrébine, dont le patronyme ne ressemble en aucun cas à Xavier Dupont. Ok. En recollant les diverses informations rendues publiques dans les nombreux témoignages, ouvrages sur l'affaire, on retrouve l'identité de cet homme. Cet homme habitait à l'époque à Draguignan, ville qui occupe un rôle central dans la vie de Xavier, mais qui est surtout limitrophe de Roquebrune-sur-Argent et particulièrement proche de l'hôtel F1. Ceci nous amène à nous questionner sur la nature de cette réservation. Quelle est la probabilité qu'un homme réserve une chambre au nom de Xavier Dupont dans le même hôtel où celui-ci séjournera 8 jours plus tard? Et pourquoi réserver cette chambre pourtant si proche de lui? C'est vrai que c'est bizarre, ça c'est une drôle de coïncidence. C'est extrêmement bizarre. Merci de rappeler cette coïncidence qui pour moi n'en est pas une. Cela s'ajoute au mystère qui englobe sa disparition et à la suspicion d'une complicité. Donc peut-être il n'aurait pas été seul, peut-être il aurait fui avec quelqu'un. Alors bonjour, d'où sort cette information? Le fait qu'il vivait à Draguignan, rien ne le mentionne. C'est précisé dans le livre de Gilles Gallou, page 180, un flic au cœur de l'affaire. Il faut absolument que je le lise. Bonsoir, cet individu a été entendu du coup? Bonsoir, il semble qu'il ait été entendu. Je vous mets le lien de l'article Society. Ok. Attendez, on est dans l'article là? Oula, 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 oula. On est tombé dans un rabbit hole là, vraiment. Waouh, attendez. Parce que là, c'est un truc qui a été posté il y a 6 ans, c'est une section sur plusieurs parties. Je me dis qu'on va forcément creuser, poncer le subreddit à un moment donné et qu'on tombera là-dessus et qu'on va les lire dans l'ordre alors. Oh, mais c'est fou! Attendez, mais c'est fou que quelqu'un là, ait creusé à ce point. C'est ouf. Waouh, il faudra qu'on revienne là-dessus. C'est dingue, l'investissement des gens, c'est fou. Bon, ça, c'est une vidéo. On va pas se lancer là-dedans. Alors, recherche bon connaisseur de l'affaire. Bonjour à tous pour un nouveau format à destination d'une chaîne YouTube. Bon, ça ne nous intéresse pas là en l'occurrence. Sitecatholique.org. Il y a beaucoup de gens en anglais qui parlent en anglais. Du coup, comme quoi vraiment l'affaire, elle a vraiment dépassé la francophonie et voilà. Du coup, non mais pourquoi je peux pas? Ok, ça devrait marcher. Alors, mais pourquoi ça marche pas? J'ai la flemme de traduire en direct. Parce que je cherche beaucoup mes mots, etc. Bon, écoutez, ben, on va se débrouiller comme... Ah, voilà. J'allais dire on va se débrouiller comme ça, je vais le faire, mais bon. Bonjour, je découvre cette affaire. J'ai lu que Xavier était actif sur ce site, donc catholique.org, là. Ce qui m'a amené à me demander quelle importance la religion avait pour lui. Ah, c'est quelqu'un qui connaît pas du tout le background de Xavier Dupont de Ligonnès. Certaines sources indiquent que la foi jouait un rôle important dans sa vie, tandis que d'autres mentionnent des périodes où il aurait pu remettre en question ses croyances ou avoir des difficultés à les assumer. Existe-t-il des informations fiables sur l'évolution de sa foi au fil du temps? Je m'interroge également sur sa présence sur le site. Quel compte était considéré comme son compte principal et à quel type de sujet ou de discussion participait-il généralement? Alors, vous pouvez consulter certains de ses messages. Oh, bah, on va le faire. Certains de ses comptes ont été bannis parce qu'il trollait ouvertement sur ce forum. L'imaginer en troll, c'est fou. Mais bon, sûrement. Il a été élevé dans un petit groupe catholique qui ressemblait beaucoup à une secte. Sa mère était une mystique. Comme vous pouvez le constater dans ses messages, il a remis en question ses croyances de manière assez radicale, allant même jusqu'à les nier à un moment donné. Parce que oui, on sait que justement, il a été éduqué dans un contexte très très religieux
à la limite de la secte. Je crois que c'est pas reconnu comme une secte, mais voilà, c'est très mystique en tout cas. Et qu'il a été vraiment élevé et considéré comme un élu, comme quoi c'était l'élu. Comment expliquer ça autrement en deux mots? Et que quand il s'est rendu compte en grandissant qu'en fait bah, il n'était pas l'élu, que les choses incroyables qui étaient censées se produire, qui étaient prédites par l'église, enfin la communauté religieuse, on va dire ça comme ça, qu'il fréquentait ne se produisaient pas, bah là ça lui a fait un choc et ça a remis ses croyances en question, en quelques mots. Et donc, consulter le profil de l'ego, mais c'est fou! Waouh, mais je ne me suis jamais rendue sur un forum catholique où lui-même était allé. Là, on est en train de tomber dans un truc. Je vais faire plusieurs parties. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'il y avait des posts qui dataient de 10 jours les plus récents. Je me suis dit, ah, ça va être un peu mort. Mais en fait, il y a tellement de choses à creuser que je n'ai pas faites et de choses à voir. Donc, oups, là, je me suis égarée. Contacter Ligo. Alors, il a été inscrit en mai 2010. Il y a même l'heure d'inscription, s'il vous plaît. Dernière visite. Bon, c'était en 2010. Ah, les messages de l'utilisateur. Il a été très actif sur Apologétique. Waouh, c'est trop bizarre. Attendez, dites-vous, on est en train de lire. Est-ce que c'est vraiment son pseudo ça? Il faudrait que vraiment que je lise le livre de Gilles Galoux, parce que si c'est vraiment son pseudo, celui-là, il va le dire. Mais du coup, imaginez-vous que là, ce seraient ses messages. Les auteurs sacrés ont manifestement voulu donner des grandes lignes de l'ascendance de Jésus pour marquer sa lignée avec celle de l'humanité et faire le lien avec l'Ancien Testament. Nul besoin donc de citer tout le monde, s'ils se sont donné la peine de mentionner tous les noms et de... on peut lire peut-être plus. Ok, c'est son... Ah donc, ok, lui il répondait à un truc. Si ce sont la peine de mentionner tous les noms et de compter le nombre de générations, ce n'est pas pour en oublier certains, ils dépendent tous les uns des autres, puisque chaque phrase commence par un tel a engendré un tel, etc. Le texte ne dit pas, parmi les ancêtres de Jésus, on peut citer entre autres. Attendez, on est tombé dans un truc là. Waouh! Pour répondre à Crackboom, je cite saint Thomas d'Aquin. Il y a dans notre âme deux espèces de facultés. Les unes exercent leurs opérations à l'aide d'organes corporels et sont les actes de certaines parties du corps. Ainsi, la vue s'exerce par l'œil et l'ouïe par l'oreille. Les autres facultés accomplissent leurs opérations sans aucun organe corporel, comme l'intelligence et la volonté, et ne sont pas les actes de certaines parties du corps. Or, les anges n'ont pas de corps qui leur soit naturellement uni. Nous l'avons démontré plus haut. Il n'y a donc, parmi les facultés de l'âme, que l'intelligence et la volonté qui puissent leur convenir. Oui, nous lisons bien, l'intelligence et la volonté ne proviennent d'aucun organe corporel. Le cerveau n'a rien à voir avec notre intelligence et notre volonté. Celles-ci viennent de l'âme, sans rapport avec notre corps. Personnellement, ça me laisse dubitatif. Dernier point, l'âme est la forme du corps. Vous prenez cette expression au sens littéral. Mais est-ce vraiment ce que cela signifie? Voici ce que disait Tiamo qui, visiblement, en a une autre en poche bleue là. Je vais pas tout lire, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie recherche, un vrai questionnement. Waouh, c'est ouf. Franchement, voilà, vous avez donc les refs, hein, si vous voulez vous rendre et parcourir à fond les messages, mais c'est tellement mystique, c'est tellement un domaine que je ne connais pas, même que je suis en mode, oula, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a 23 pages qui mènent à des messages qui sont pris dans des fils de discussion, donc... Oh là là. En tout cas, il y allait régulièrement, du coup. Attendez, là, il y a un gap. Donc en décembre, il y va beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'est Noël et donc ça fait ressurgir des périodes, je sais pas. Et puis le dernier message en avril 2011. Attendez, quoi? Message en avril 2011? Et je sais même plus, je suis en train de bugger de cerveau, mais c'est proche de la date des... Mais pourquoi là il est mis dernière visite en 2010? C'est ça que je comprends pas. Comment il aurait pu laisser un message en 2011 si sa dernière visite c'est en 2010? Peu bizarre. Ok, bon, bref. C'est ouf. C'est ouf d'avoir accès à ça. Et en même temps, c'est des forums publics. Donc en soi... ça, c'est une pub. Ensuite, image du compte Facebook d'Agnès. Pensez-vous que c'est le vrai? Hein, comme c'est une reconstitution. Je n'ai pas compris cette phrase, mais on va quand même cliquer dessus.
Si ça l'est, le bas du message fait froid dans le dos. Écoutez, on va lire. Ah, c'est... Pour moi, c'est faux. Regardez, Agnès Dupont Enfin, Agnès Dupont, ça a l'air vraiment de texte ajouté, mais on va quand même lire. La mort est la forme la plus parfaite d'existence. Ok, c'est pour ça que cette phrase ferait froid dans le dos. Ah bon, c'est le vrai? Quoi? Alors, pour les comptes de la famille de Facebook de toute la famille, on les a aussi retrouvés sur site et Cato et alors sur le net. J'ai peut-être encore des captures d'écran, il faudrait que je cherche dans mon disque dur de l'époque. What? Il n'y a pas moyen que ce soit une vraie page, ça, les gars, franchement. Peut-être que j'ai plus du tout la mise en page de l'époque de Facebook, mais quand même. Bon, sinon, ça parle de quoi? On va quand même la lire, du coup. Côte de bœuf, c'est hyper bon. Panne d'essence ou panne moteur. Mais c'est quoi? Je sais même plus vous dire. Est-ce que c'est des posts, genre? C'est son profil, là? Va falloir lui confier un tas de choses, va lui demander un miracle, à passer une sale nuit, ou plutôt un sale matin, cauchemar qui, après s'être réveillé, ouf, redémarre et c'est reparti pour un tout. Vous connaissez ça, l'horreur absolue? Oui, c'est vraiment l'horreur absolue. When it happens. Préparer. Ah oui, les gens aussi parlaient d'eux à la troisième personne, parce qu'il y avait le nom et puis le poste. Oh, quelle époque! Que ce soit vrai ou pas, en tout cas, cette façon de procéder, elle était vraie. Qu'est-ce que quoi? Quoi? Va préparer une pétition pour faire déménager les prostituées qui font un quoi? Un barouf? C'est quoi? D'enfer, presque chaque soir sous nos fenêtres. Mais quoi? Elle aurait vraiment posté ça, genre? La mort est un état de non-existence. Ce qui n'est pas n'existe pas, donc la mort n'existe pas. La mort est la forme la plus parfaite d'existence. Oh, que c'est glauque. Bruh. C'est fou. J'ai du mal à... Ça me semble tellement fake, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va s'arrêter là. Ça fait déjà 26 minutes, 27 que je suis en train de tourner. Je vais enchaîner les tournages, moi, mais je vais vous les sortir en morceaux. Donc, si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir. C'est très important dans l'algorithme. Et surtout à commenter, à me faire part de vos pistes de réflexion, à ce que vous pensez de ce qu'on a pu lire. Et moi, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout et à très très vite pour une prochaine vidéo.